Donc, je laisse la parole à Grégoire pour vous faire la présentation de ce premier webinaire. Merci beaucoup, Gwenog. Merci infiniment. Merci à l'Ordre des experts comptables de Bretagne, effectivement, d'organiser cela. On va tout de suite, effectivement, rentrer dans le vif du sujet. Corentin et Anthony, je vous propose de vous présenter. Anthony, tu veux commencer? Oui, merci Grégoire. Donc Anthony Pérez, moi je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je suis associé dans un groupe qui s'appelle TGS France et je suis basé à Saint-Nazaire et Nantes et j'ai par le passé été inscrit à l'Ordre de Bretagne sur les bureaux de Redon et La Roche-Bernard notamment. Corentin? Bonjour à tous. Donc Corentin Rowe, associé chez Winside Finance. On est un cabinet de direction financière externalisée basé à Rennes. Et je m'occupe principalement chez Winside Finance de la direction financière externalisée, mais plutôt en mode transition. Merci Corentin. Grégoire, donc effectivement, je m'occupe chez Libéo de toute la stratégie expert comptable. Et donc, on est là pour organiser et pour co-animer effectivement ensemble cette thématique qui nous tient évidemment à cœur. Alors, Gwenog effectivement a introduit un peu le sujet, c'est les différentes missions que les cabinets doivent effectivement proposer demain à leurs clients. Il y a beaucoup de besoins différenciants qui demandent entre guillemets qu'à être matérialisés, aller chercher effectivement les clients. Donc, l'idée dans ce webinaire, c'est de vous donner effectivement quelques clés qui vous permettent effectivement de pouvoir proposer ce type d'offre à vos clients. Alors, je vais laisser bien sûr beaucoup parler Anthony et puis Corentin, puisque ce sont les personnes qui sont les plus à même de vous donner quelques informations. Mais alors, justement, Anthony, de quoi on parle exactement sur ce type de projet et est-ce que tu peux nous dire un peu plus? En fait, alors de quoi on parle? Nous, on réalise pour nos clients. Alors, pas forcément. Alors, il y a le terme, bien sûr, externalisation de direction financière, mais dans le principe, en fait, c'est à un moment donné, c'est de mettre à disposition une personne de chez nous pour un client sur un temps donné. Alors, ça peut être de l'externalisation durable, ça peut être aussi de l'intérim. Bon, nous, dans le cabinet, on fait beaucoup d'intérim parce que finalement, c'est des clients pour la plupart que l'on connaît et qui ont besoin soit comment dire, de passer un cap en termes de direction financière. On voit bien, on a des clients qui grossissent, qui, au début, pouvaient avoir un comptable, un chef comptable, et puis à un moment donné, ont besoin de structurer leur direction financière. Et donc, ils font appel à nous pendant un certain temps, ça peut durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, pour structurer leur direction financière et voir recruter le DAF ou le RAF qui prendra notre place à la suite. Ça peut être aussi des missions, voilà, dans je dirais dernièrement, la mission, c'est un congé maternité d'une DAF, tout simplement. Et à un moment donné, il faut assurer, le management des équipes, deux, les différentes tâches qu'elle pouvait faire, et surtout organiser les choses au niveau des différents services. Donc, en fait, c'est assez varié comme mission et c'est souvent en arrivant dans l'entreprise qu'on découvre d'ailleurs l'ampleur des choses à faire. Corentin? Oui, peut-être pour ajouter, effectivement, on peut avoir deux typologies au moins de clientèle. On a les structures qui grossissent et qui ont besoin de commencer à structurer leur fonction finance. Ces structures-là sont équipées de cabinets d'expertise comptable ou de services comptables en interne, mais n'a pas forcément encore soit le besoin temps plein d'un directeur ou d'une directrice financière, mais a quand même besoin de commencer à structurer de manière significative ses process. Donc là, on est plutôt sur un mode à temps partagé où on peut intervenir de manière récurrente, mais disons par exemple à 50%. On estime généralement que au-delà de 50%, il faut commencer à envisager une internalisation. Euh, on a également effectivement les missions plutôt qu'on appelle de transition ou d'intérim, où on remplace temporairement, soit en vue d'un recrutement futur,
proche une période sans directeur ou directrice financière alors que ce poste existait. Donc, ça peut être du congé maternité, maladie ou une démission tout simplement. Alors, avant de rentrer effectivement dans le concret sur ce type de mission, quelques points effectivement qu'on voulait partager avec vous. Il est vrai qu'il est important quand on prévoit ce genre de mission, puisque c'est une stratégie un petit peu de full service, de pouvoir embarquer soit des collaborateurs, soit des associés sur ce projet, pour ne pas se retrouver seul au sein du cabinet à défendre une stratégie qui est un petit peu effectivement nouvelle au sein du cabinet. Donc, c'est très important dans ce cadre, effectivement, de pouvoir donner du sens à ces projets et de pouvoir effectivement être sûr que on va aller chercher des clients, on va aller proposer cela. Ça demande effectivement un petit travail aussi sur le thème marketing, de préparation de l'offre. On va en parler un petit peu effectivement de l'offre, comment on la propose et comment on la valorise pour vous auprès de vos clients. Mais il est très important d'avoir ce qu'on appelle nous la proactivité. C'est comment on va développer cette stratégie, quel type de client on va chercher, comment, avec quelle tarification. Et évidemment, il faut structurer son cabinet. Parce qu'une fois, et Anthony pourra en parler après, bien sûr, avec Corentin, mais une fois qu'on a proposé ce type de mission, il faut délivrer, bien évidemment, et il faut en amont avoir prévu les différentes choses. Donc, c'est très important d'avoir cette phase effectivement préparatoire au sein de votre cabinet et surtout d'être en phase effectivement avec la stratégie, avec certains de vos associés, et puis de mettre en avant aussi des managers pour vous épauler sur ce type de choses. Corentin, Anthony, vous voulez rajouter des petites choses avant de passer aux pratiques concrètes? Non, je pense que ça c'est clair. Enfin, moi, la première mission, il y a quelques temps déjà maintenant, que j'ai pu faire c'était un intérim de direction financière et je me rendais pas forcément compte de ce que c'était que libérer une journée par semaine dédié à un client parce qu'en fait quand on est là-bas on fait pas autre chose, on s'occupe pas des autres clients, on s'occupe pas on est vraiment dédié à ce client et donc oui, ça a forgé aussi un certain nombre de certitudes sur la façon dont il faut déployer ce type de mission parce que déjà c'était une mission bien sûr qui prenait du temps et deux, c'est arrivé du jour au lendemain parce que c'était dans le cadre d'un décès d'un directeur financier, c'est-à-dire que le client m'a appelé le lundi et le mercredi, quasiment, fallait avoir fait la proposition et commencer la semaine d'après. Donc, ce qui veut dire que on est sur des missions qui nécessitent un peu de comment dire, d'adaptabilité dans son agenda. Et donc, des personnes qui nécessairement, on parle de posture, qui nécessairement peuvent une semaine être chez l'un et l'autre semaine chez l'autre, en fait. Et donc, d'avoir une capacité à passer d'une entreprise à une autre assez facilement. Corentin? Oui, peut-être, en effet, le sujet j'allais dire, de service ou de proposition de service, on doit avoir en tête, en termes d'organisation dans le cabinet, que le collaborateur qui va être détaché chez le client est effectivement dédié. Et donc n'a pas, en tout cas, ou peu de temps pour s'occuper de ses autres clients. Donc ça nécessite une organisation qui est un peu différente, voire très différente, mais elle peut être à temps partagé, encore une fois. Donc je rejoins Anthony sur le fait que quand on est chez le client sur ce type de mission, on est dédié à 100%. Et donc, ça nécessite effectivement un travail d'organisation, comment on peut gérer le portefeuille de chacun et forcément mettre en place ou en tout cas être d'accord en termes de gouvernance du cabinet sur ce type de sujet et sur ce type de service. Parfait. Alors, n'hésitez pas effectivement à poser vos questions en live. Alors, justement, Corentin, tu parlais de proposer ces services. Comment est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, je dirais que le premier point qu'on a noté, c'est l'identification des besoins. Ce qui est difficile, la difficulté première, c'est quand on peut nous appeler sur le sujet de la direction financière. Le sujet le plus complexe, c'est d'identifier le besoin dans la mesure où un DAF ou un RAF, ça peut tout faire ou ça sait tout faire.
Tu veux dire que Euh, ton client, quand il t'appelle, il n'a pas forcément la mission exactement en tête, c'est ça? Exactement. Et il n'a pas forcément la mission en tête. Il sait juste que potentiellement, il a besoin d'une ou d'un DAF, que ça pourrait correspondre a priori à son besoin urgent ou en tout cas à court moyen terme. Cependant, l'idée, c'est de réussir à trouver quel est finalement son besoin final, le degré d'urgence. Donc, ça peut être une mission dans la mission. Typiquement, j'ai plus de trésorerie dans un mois. Donc ça peut être une mission spécifique en disant, bon, il faut que je resserre un peu mon BFR, faut que je sois un peu plus agressif vis-à-vis de mes clients, etc. Ou alors ça peut être tout simplement, j'ai un problème d'organisation dans mes stocks, j'ai un besoin criant de reporting de gestion. Voilà. Il y a plusieurs types de missions qu'on va développer ou qu'on a identifié et qu'on évoquera tout à l'heure. Mais un des sujets, j'allais dire prioritaires, c'est de bien identifier le besoin, d'abord urgent et ensuite à court moyen terme. Il faut passer du temps, en tout cas, avec le client, essayer de le questionner sur le besoin pour pouvoir répondre au mieux à l'offre ensuite. Anthony, tu veux Anthony? peut-être ajouter quelque chose? Oui, 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 si je peux compléter. C'est vrai que ce que dit Corentin est vrai, on découvre souvent la mission en arrivant et en marchant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre client, encore plus s'il nous a connus sous le mode expertise comptable plus traditionnel, là, il découvre finalement ce qu'on peut lui apporter en plus et ça lui donne des idées. En fait, c'est des missions qui sont vraiment, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on rentre, quand on met le doigt dedans, quand on rentre chez le client, en fait, on se rend compte que rapidement, si on est capable de faire quelque chose, le client se dit, bah, vous êtes peut-être capable d'aller un peu plus loin. Je prends l'exemple d'un client pour lequel on est rentré sur une mission d'externalisation de contrôle de gestion. Là, c'était un peu particulier sur une certaine durée. Et finalement, aujourd'hui, c'est nous qui organisons l'inventaire. C'est nous qui allons remettre de l'ordre dans la direction financière. En fait, petit à petit, en fait, on gagne, on gagne des nouvelles missions. Et ce client est assez, pour moi, ça m'a marqué parce qu'en fait, c'est un client que je suis en expertise comptable depuis plus de 20 ans et j'ai l'impression de faire les missions en ce moment avec mon équipe que je rêve de faire depuis 20 ans en fait chez ce client-là. D'enfin organiser sa fonction financière, bah, tout simplement parce que bah, on est rentré par un petit bout qui a un besoin, le contrôle de gestion, et je pense que là, le contrôle de gestion, c'est vraiment un besoin sur lequel on peut rentrer facilement chez beaucoup de clients qui se structurent. Et bah, aujourd'hui, en tirant la pelote, on se rend compte que bah, on est capable de faire un certain nombre de choses parce qu'on a une connaissance du client, parce qu'on sait ce que c'est que le contrôle de gestion, c'est ce que c'est que des stocks, on a des compétences dans nos équipes qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. À la rigueur, tu peux même anticiper parfois ses besoins même, parce que tu connais parfaitement son organisation. Oui, tout à fait. Alors, Et en fait, et on se rend compte aussi qu'il y a une vraie différence entre le rôle d'expert comptable qu'on a pu tenir pendant des années, qui fait qu'on est là, on vient quelques jours dans l'année, on passe du temps avec le dirigeant, etc., avec un rôle où vraiment on s'immerge dans les équipes Mm. pendant plusieurs jours. 1 à 2 jours par semaine, c'est énorme, hein. On se rend pas compte, mais on vit avec les équipes, on prend le café avec elles. Enfin, je veux dire, et on est au cœur des process de l'entreprise. Donc, alors justement, sur la tarification, qui est un peu quand même un petit sujet important, comment tu as abordé ça? Est-ce que tu as appris des choses par rapport à tes différentes missions que tu as vendues? Comment tu l'abordes? Comment tu le découpes? Voilà. Tu peux nous en parler un petit peu. sur la tarification, alors nous généralement sur ce type de mission, on est sur des tarifications, on facture des jours en fait, hein, pour faire simple. Donc on a une tarification au jour. La tarification elle varie en fonction de la durée de la mission. Là on a une mission, on sait qu'elle va durer 3 ans. C'est sûr que je peux pas facturer 1000 euros la journée en fait, hein. Donc on est plutôt sur des tarifications autour de 850 euros la journée. Donc ce qui est déjà très très bien, compte tenu qu'on sait qu'on a quasiment un jour par semaine de vendu pendant 3 ans. Donc ça c'est très bien. Par contre, sur des missions plus ponctuelles, on peut être sur des taux autour de 1000 euros, 1200 euros la journée. Dans le cadre de notre client que je connais depuis une vingtaine d'années, là où j'ai été surpris, c'est que c'est un client qui est toujours très à cheval sur les honoraires. Mais des fois, je lui envoie une facture alors que je suis pas en train de lui facturer, je sais plus, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quand je lui envoie une facture de 150 euros pour un truc, il m'appelle pour me dire Anthony, c'est quoi ta facture?
je croyais que c'était compris, etc., etc. Bon. Et en fait, on lui a fait une facture de 45 000 € au mois de juin. Et j'attends toujours son appel. Et elle est payée, donc ça veut dire que en fait le client, à partir du moment où on est dans son entreprise, son point de vue change en fait, parce que là il voit vraiment l'utilité de la mission, alors que des fois on a plus de mal à montrer l'utilité de nos missions plus traditionnelles. Corentin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus justement sur la partie tarification? Oui, peut-être 2 points. Je crois aussi qu'il faut Alors, le premier point, c'est dans l'aspect tarification, dans l'aspect des devis et tarification. Dès le début, être clair sur effectivement que on vend aussi un nombre de jours, hein, on fonctionne au TJM, donc taux journalier moyen. Il faut quand même prendre en compte, à mon avis, la compétence du collaborateur, donc en fonction effectivement de son degré d'expérience. On peut avoir quelqu'un de très seniorisé ou un peu moins en fonction du besoin du client. C'est possible d'avoir quelqu'un d'un peu moins seniorisé sur des types de missions de DAF, avec peut-être moins de décisions stratégiques, hein, à mener, mais peut-être très opérationnelles. Donc plutôt ce qu'on va appeler RAF, hein, je ne sais pas où est la limite, mais voilà. Donc là, on peut jouer aussi, ça veut dire sur le taux, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sorte de graduation. Et le point d'Anthony est très intéressant, et de dire en fait, le client peut nous considérer rapidement comme interne à l'entreprise, et donc comme si on était salarié. Et ça, c'est hyper important en termes de confiance qui vient rapidement se mettre en place avec le client, et donc permet au client d'accepter plus facilement une facture. Contrairement à une mission, on va dire annuelle, ou sur une mission spot, où on a plus de mal à refacturer une mission complémentaire parce qu'on a dépassé d'un jour. Si effectivement, dès le départ dans le devis, on a la quotité de jours plus le taux, généralement, c'est le plus dur, c'est de signer au départ. Une fois que c'est fait, les factures sont relativement bien admises. Donc, c'est pour ça que je réinsiste, mais l'identification de besoin est important pour justement que le client sente la valeur ajoutée que l'on va produire, valide le taux et valide la quantité de jours. Ensuite, évidemment, on peut augmenter, diminuer. Il faut être assez flexible, hein, sur ce type de mission, mais je rejoins Anthony sur le fait que le client a généralement la sensation que nous sommes internalisés, ou en tout cas presque salariés Alors dans justement, l'approche. un de vos confrères m'avait dit qu'effectivement, la première mission qu'il avait vendue, c'était un petit peu trompé au début parce qu'il ne pensait pas qu'il allait faire un travail d'audit assez fort pour s'imprégner un petit peu. Donc, il a passé quand même 2 ou 3 jours avant de commencer à délivrer, à apprendre l'information et à. Est-ce que vous, ça vous est arrivé déjà, ou alors il faut prévoir un petit peu de temps comme ça de, euh, pour bien s'imprégner de la mission, ou alors vous la délivrez comme ça de manière assez rapide? Euh, faut pas perdre trop de temps, on va dire ça. Après, je pense que enfin, c'est aussi le cœur de notre métier, parce que finalement, aujourd'hui, nous, quand on est expert comptable, on n'est pas expert comptable d'une seule entreprise, on est expert comptable de plusieurs entreprises. Et dans la journée, on passe d'un client à un autre. Enfin, je veux dire, notre métier nous apprend un peu cette agilité d'esprit, cette capacité aussi à comprendre assez vite un certain nombre de processus, hein. On ne nous demande pas de comprendre le processus de production, c'est pas le sujet. Enfin, il faut le comprendre un peu. On ne nous demande pas de rentrer dans les processus techniques. Donc, faut avoir bien sûr cette capacité comment dire, d'adaptation, etc. Mais je pense que assez naturellement dans nos professions, on en a une. Après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que faut pas non, enfin, on n'est pas là non plus. Quand on intervient, on n'est pas là pour remplacer l'expert comptable. Parce que la difficulté qu'on pourrait avoir, et notamment si on a des collaborateurs qui seraient intéressés par ce type de mission, c'est de se dire, bah, moi, mon objectif, ce sera de faire le bilan avant l'expert comptable. Non, on n'est pas là pour remplacer l'expert comptable. Ce que disait Corentin, on est là pour prendre une place dans l'entreprise.
et pas forcément pour dépasser la place que celui qu'on remplace avait, mais pour apporter au moins un service au client afin qu'il puisse être satisfait de ce qu'on lui apporte, mais pas forcément pour remplacer l'expert comptable. Mm. Alors, avant de parler sur les bénéfices clients et les bénéfices cabinet, Corentin, toi, dans l'approche relationnelle que tu mets à propos de ça, comment tu t'y prends? Est-ce que tu fais ça par téléphone? Est-ce que c'est une réunion? Voilà. Donne-nous quelques petits éléments pour approcher ou pour essayer effectivement de détecter ce type de mission. Je dirais que tout est possible. Idéalement, effectivement, c'est une présence physique, hein, au moins pour le cadrage. Sur place, l'intervention, on va dire, doit être physique s'il y a du management. Si derrière, il y a du management d'équipe comptable, si on a besoin d'être sur place parce que les équipes en interne sont sur place. Il se peut qu'un DAF intervienne aussi en télétravail ou à distance. Tout est possible en fait, ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de limite. Ça dépend des appétences de chacun, souvent du niveau d'encadrement qu'il y a besoin d'avoir sur place, et effectivement du besoin d'être proche des équipes ou pas. Donc les portes sont ouvertes pour étudier toutes les possibilités, on va dire, techniques et opérationnelles pour mener à bien la mission. Donc, ça sous-entend que finalement, on peut être basé à Rennes, c'est notre cas. On peut avoir des clients qui sont à Lille ou à Toulouse. C'est pas vraiment un sujet puisque les outils informatiques nous permettent de mener à bien et de rester connectés avec nos clients très régulièrement. Ce qui est bien quand même, évidemment, c'est de se voir au moins une fois, mais bon, ça, j'apprends rien à personne, hein. Anthony, toi, en approche, tu as senti une différence, j'imagine, entre le moment où tu as basculé, entre guillemets, sur des missions avec ce type de client d'AF externalisé, qu'avant, et tes équipes derrière prennent un peu aussi le relais ou pas du tout? Moi, en fait, mes équipes traditionnelles sur l'expertise comptable un peu plus classique, finalement, sont pas forcément adaptées à ce type de mission. Donc, nous, on est vraiment parti sur des nouvelles équipes. Avec des expériences différentes. Enfin, là, les personnes qu'on a, c'est des personnes qui ont des parcours mixtes. Parce que moi, je suis assez attaché au parcours en cabinet d'expertise comptable parce que déjà, ça forme au fait de passer d'un dossier à un autre, d'un client à un autre, et ça forme aussi à la culture client. Mais aussi attaché à des personnes qui ont des parcours aussi en entreprise, parce qu'on se rend compte que le rôle du DAF ou du RAF, même d'un chef comptable d'entreprise, c'est pas que de faire le bilan, hein, c'est d'organiser une fonction financière globalement avec une équipe, etc. Et surtout, c'est aussi, parce qu'il y a les équipes, mais il y a aussi le dirigeant. Et c'est aussi d'être en relation étroite avec le dirigeant pour lui apporter en fait ce dont il a besoin au quotidien, quoi, en fait, hein. Et on se rend compte que nos dirigeants, ils sont moins patients avec leurs salariés qu'avec nous. Donc, quand ils ont besoin d'un tableau de bord ou d'un état de trésorerie, etc., bizarrement, voilà, il n'y a pas de délais fiscaux, il n'y a pas de délai quoi que ce soit, j'en ai besoin demain matin. Donc, ça fonctionne un petit peu différemment. Alors justement, si on passe sur les avantages clients, qu'est-ce que vous mettrez en avant? Comment effectivement vous proposez ça? Et quels sont, comme vous voyez, alors, tu parlais de types de missions un peu spécifiques sur le contrôle de gestion, mais est-ce que effectivement ça apporte vraiment quelque chose? Et quels sont les types de missions qui ont une résonance forte? Aujourd'hui, en fonction de là où on se trouve, soit on est sur une entreprise qui est en développement et qui a besoin de structurer sa fonction administrative et financière. Dans ce cas-là, généralement, c'est des entreprises qui ont très peu d'outils qui ont
contrôle de gestion, très peu d'outils de suivi. Et c'est vrai que très rapidement, avec l'habitude que nous, on peut avoir chez d'autres clients à mettre en place ce type de documents, en fait, on va rapidement apporter de la valeur à notre mission en disant, voilà, je vais vous mettre en place les indicateurs qui vont vous permettre de bien suivre votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment la première chose que l'on est amené à faire. Et ensuite, il y a une deuxième chose aussi que je trouve important, c'est finalement la fonction financière qui est souvent un petit peu mise de côté par nos clients parce qu'ils ont plus comment dire, une appétence de production ou une appétence commerciale. Eh bien, on va peut-être être plus à même de lui expliquer que c'est important qu'elle soit aussi au centre des préoccupations parce que c'est elle qui récupère les flux de la production, c'est elle qui récupère les flux du commerce, c'est elle qui récupère les flux des différentes fonctions de l'entreprise et qui les retraduit en chiffres. Et je pense que voilà, notre rôle, c'est vraiment aussi de faire comprendre aux clients toute l'importance qu'il a à accorder de l'importance, je me répète, mais à cette fonction. Corentin? Oui, pour le client, c'est quand même un regard externe dans l'organisation et sa structure. Donc quelqu'un qui est complètement détaché pour lui, mais qui a un œil nouveau, comme si c'était un nouveau salarié qui va apporter un peu de fraîcheur dans l'organisation quotidienne de soit sa fonction finance, mais aussi, on va dire, générale. Donc, c'est toujours, c'est comme s'il y avait quand il y a un nouveau recrutement, hein, c'est toujours cette fraîcheur au départ qui est intéressante. Et en plus, avec le côté où effectivement, on a plusieurs clients en même temps et donc on compare, on, on peut comparer les bonnes pratiques, on peut dire si telle ou telle pratique n'est pas au standard ou en tout cas on ferait différemment. Donc on a cet œil-là qui permet de questionner ou de challenger le dirigeant. Donc je dirais que ça c'est un point qui est souvent apprécié. Effectivement, la mise en place d'outils simples, mais avec du process qui permet tous les mois de sortir des tableaux de bord, des situations de trésorerie, voire un TFT si le dirigeant est assez mature sur la compréhension de ces sujets-là. Et effectivement du process, peut-être un autre point, hein, on voit sécurisation des paiements, gestion des workflows, meilleure organisation. Et renforcement des contrôles, c'est aussi accès process, c'est de devoir et pouvoir suggérer soit des modifications, soit dire c'est correct, ça fonctionne et on reste comme ça, soit il y a vraiment un point critique et là il faut le modifier. Donc c'est avoir une vision externe mais très opérationnelle dans l'entreprise sur ces sujets-là. Alors, justement, est-ce que vous avez quelques exemples de missions très concrètes que vous avez faites, que vous avez réalisées Anthony, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc nous, mission concrète, alors j'en ai déjà parlé, mais c'est parce que ça, c'est une mission qui revient toujours, c'est la mise en place du contrôle de gestion. Très clairement, ça, c'est des choses, et notamment dans les sociétés qui se développent, ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Il y a des moments, que ce soit des sociétés type start-up ou des sociétés déjà un peu plus matures, nous, on intervient aussi assez régulièrement, par exemple, quand on commence à avoir des fonds d'investissement qui rentrent dans l'entreprise. Parce que ce sont des nouveaux actionnaires qui vont être beaucoup plus exigeants sur les reporting à faire. Et donc, nécessairement, les clients, ils ont besoin de se structurer un petit peu plus à ce moment-là. Donc, très clairement, la partie la plus simple, qui est pas parce que c'est des choses qu'on maîtrise aussi, nous, dans notre quotidien, c'est la mise en place de contrôle de gestion. Ensuite, et c'est là que c'est important pour comment dire, d'avoir des équipes qui ont aussi vécu de l'autre côté, c'est-à-dire qui ont aussi vécu en entreprise. C'est toute la partie process de validation, alors validation de factures. Aujourd'hui, nous, on travaille énormément sur comment dire, sur les workflows. Donc, ça veut dire, par exemple, mettre en place une vraie solution de dématérialisation de factures pour aller jusqu'à la validation de la facture
par les différents services pour la mise en paiement, pour aller jusqu'à la validation de facture qui permet la comptabilisation. Et donc ça nécessite quand même d'avoir une habitude de travailler avec des fournisseurs extérieurs sur tout simplement la mise en place d'outils, sans parler de ERP, mais d'outils qui facilitent un petit peu la vie de l'entreprise. Donc, on peut tout à fait avoir des missions, entre guillemets, relativement simples, comme de la mise en place d'un contrôle de gestion, à des missions un peu plus complexes en fonction des besoins de l'entreprise. Alors là aussi, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. C'est vrai que pour discuter avec pas mal de tes confrères qui font différentes missions, notamment de la détection de paiement, ils me disent que quand ils arrivent dans les cabinets, je veux savoir si c'était un peu votre cas, souvent les missions, il y a une grande partie de mise en place de process, parce que parfois les dirigeants manquent de process, manquent de structure, et ça fait partie, et en fait on sous-estime, je dirais, le temps de mission sur ce type d'organisation, parce qu'il y a la compétence technique que vous apportez. Tu parlais effectivement tout à l'heure d'exécution de paiement et de workflow. Avec l'IBO, effectivement, c'est des workflows automatiques et pour la mise en paiement. Il y a énormément d'entreprises qui, pour valider des factures, s'envoient des mails. Alors, il y en a encore qui sont au papier, mais est-ce que la mise en place de process, d'abord, ça rassure bien sûr, j'imagine, ton client qui te mandate pour ce type de mission. Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que tu vois qu'à chaque fois, il faut réorganiser ou alors tu es que sur la partie pure technique? Non, la partie process, c'est assez important, notamment dans les sociétés qui se développent. Et donc, on parle là, quand on intervient, c'est l'intérêt aussi du cabinet, c'est que on peut avoir un référent qui va intervenir, c'est-à-dire la personne qui va vraiment faire l'externalisation, qui va vraiment faire la mission. Pour autant, on a de la chance, c'est que dans nos cabinets, on a plusieurs compétences. On peut avoir des auditeurs, on peut avoir des personnes, et il faut pas s'interdire de faire intervenir d'autres personnes du cabinet pour pouvoir compléter en fait la mission. Et en effet, la partie process, enfin moi là, j'ai le cas du client que je suis depuis une vingtaine d'années en expertise comptable. En fait, on rentre sur une partie contrôle de gestion, vraiment de mise en place de contrôle de gestion. Et aujourd'hui, on est en train de réécrire tous les process de suivi des stocks parce que finalement, si on veut avoir un contrôle de gestion efficace, peut-être qu'il faut avoir des process de suivi des stocks un peu plus efficaces qui nous permettront de fiabiliser les stocks tous les mois ou tous les trimestres en fonction des indicateurs qu'on souhaite et d'avoir encore plus de fiabilité à la fin de l'année. Donc c'est évident que d'une mission qui paraît simple, entre guillemets, on arrive sur des missions un petit peu plus complexes, mais qui apportent une vraie valeur au client parce que là, tout de suite, il voit son intérêt. Corentin, justement, sur tout ce côté process, est-ce que vous imposez des méthodes? Est-ce que vous arrivez avec des choses un petit peu, pas préconçues, mais que vous imposez parce que c'est comme ça qu'on doit faire, parce que c'est comme ça que vous travaillez, sinon il n'y a pas de qualité derrière? Et est-ce que les outils, parfois aussi, vous aident à structurer aussi des missions? Alors, sur le premier point, je dirais qu'il y a deux types de missions, comme je le disais en préambule, enfin pour nous en tout cas, ou deux grands types, c'est la direction financière à temps partagé, où là on suggère des nouveaux process à mettre en place. Donc effectivement, par le biais d'outils, la digitalisation, l'automatisation, le gain de temps à faire passer aux équipes et la sécurisation que ça permet, évidemment, on la suggère. Donc ça nous impose d'être formés et d'être en veille sur les outils informatiques. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est très important de chez nous. Et sur les missions, j'allais dire plutôt d'intérim ou de transition, on est d'abord généralement sur du maintien de l'existant. C'est-à-dire un congé maternité ou un congé maladie, on vient un peu en pompier rapidement, donc on répond rapidement aux besoins, on est là, c'est bon, on se branche. Et au début, le dirigeant il a besoin d'être rassuré. Il dit, est-ce que ça va tourner avec vous? J'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin que mes équipes soient maintenues, j'ai besoin que ça tourne. Donc ça, on commence comme ça généralement. Et ensuite, on suggère. On suggère, on n'impose pas. Je dirais, je pense que c'est pas le mot. Par contre, on suggère. Ouais. Ok. Euh, on vous a fait une liste effectivement non exhaustive et voilà,
des types de missions que les cabinets proposent. Alors, Anthony et Corentin le disaient tout à l'heure, on rentre effectivement parfois par quelque chose. D'abord, il faut bien sûr essayer de bien cerner de besoin pour faire une bonne proposition, pour éviter effectivement d'avoir une proposition trop floue, pour pas être en Mali quelques mois après. Hein. Et après, effectivement, donc déterminer tous les contours de la mission pour proposer cela. Donc, vous voyez, il y a en termes de stratégie, en termes de pilotage, de performance, de gestion du cash, on vous enverra, je pense, le conseil vous enverra cette liste si ça vous intéresse. Il y a énormément, effectivement, de types de missions quand on fait cette liste qu'on propose aux clients. Et l'intérêt aussi, c'est de montrer à vos clients l'ensemble de vos offres de valeur. Parce que très, très souvent, vos clients, ils vous connaissent sur des sujets un peu régaliens, un peu moins sur le service. Et c'est toujours effectivement intéressant de pouvoir dire, voilà, on ne fait pas que vos bilans, hein, vous le savez ou pas, mais globalement, on a une offre de valeur effectivement qui est beaucoup plus forte. Alors, avant de passer effectivement aux questions, puisqu'on on s'arrête à 9h30 et on va quand même prendre quelques questions, limite un petit quart d'heure. On a quand même des petites choses aussi à vous dire parce que on a parlé effectivement de l'offre de valeur, des missions, on a parlé de la manière, mais euh, comment le cabinet va communiquer dessus? Je pense que c'est un élément important. Comment on va travailler sur le sujet? D'abord en interne. Anthony, tu me disais souvent que dans un cabinet comme toi, effectivement, il y a finalement ces missions qui sont globalement assez peu développées, hein, parce qu'il y a Mm. quand même beaucoup de choses à faire et que toi, tu es l'un des pourfendeurs chez TGS de ça, alors que dis-nous un petit peu justement, dans ton cabinet, comment est-ce que tu es perçu un peu comme un extraterrestre ou tu essayes d'embarquer plus de monde? Parce que c'est pas simple d'avoir des offres de valeur que tu réalises que toi, alors que le cabinet pourrait aussi peut-être le faire. Et après, bien sûr, Corentin, ça m'intéresserait de savoir comment peut-être tu communiques dessus avec des outils modernes pour travailler. Anthony, d'abord, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais. Moi, je pense que la première chose, on en parle depuis un petit peu tout à l'heure, c'est que on se rend bien compte qu'il faut des personnes dédiées à ce type de mission parce que, il faut être capable d'agir assez rapidement dans des situations un peu compliquées, d'arrêt brutal ou des choses comme ça. Deux, c'est des postures quand même de travail qui sont assez différentes de celles qu'on a l'habitude d'avoir dans nos missions, hein, même si on est bien sûr on a quand même une compétence à s'adapter aux besoins du client. Et donc, la première chose à laquelle j'ai pu être confronté, c'est de se dire, est-ce qu'on est d'accord d'embaucher quelqu'un qui n'a pas de travail? Parce qu'en fait, par défaut, c'est la personne qu'on va recruter. Et c'est vrai que c'est là où on change un peu de paradigme dans nos missions. C'est que de missions qu'on a l'habitude d'avoir récurrentes, aujourd'hui, on se retrouve avec des missions qui finalement sont exceptionnelles, peuvent s'arrêter beaucoup plus vite qu'une mission traditionnelle. Et donc, moi, ça a été la première chose qu'il a fallu faire passer aussi à mes associés, c'est est-ce qu'on est d'accord pour investir, parce que c'est le vrai mot, pour investir sur des compétences qui, sans doute, la première année ou la deuxième année, vont mettre un petit peu de temps à se rentabiliser. Et c'est vrai que moi, depuis que j'exerce cette profession, j'avais plutôt tendance à recruter une fois que tout le monde avait beaucoup de travail et qu'on pouvait vraiment pas faire autrement. Même si je caricature un peu, mais c'est vrai que c'est un petit peu la mode de fonctionnement. Alors que là, on a une idée, on a envie de la développer et il faut d'abord aller chercher les compétences avant de vendre l'émission. Ce qui est pas tout à fait la même chose. Et ce qui m'a quand même beaucoup surpris, c'est que moi j'ai deux personnes qui sont arrivées, notamment en avril dernier, pour vraiment avec vraiment des compétences assez fortes sur ces missions-là. Et elles arrivaient un lundi matin, et je me rappelle le dimanche, je me disais mais qu'est-ce que je vais leur donner à faire? J'avais deux, trois idées. J'avais déjà vendu une mission un jour par semaine. Donc, je me dis, c'est bon, sur les deux, j'ai un jour par semaine de vendu. Et en fait, quelques jours après, quelques semaines après, en les faisant intervenir sur un client traditionnel, en les faisant, en fait, très rapidement, les agendas se remplissent. Donc, faut vraiment pas avoir peur de se dire, tiens, je vais déjà miser sur une personne, sur deux personnes, parce que rien qu'en regardant chez ses clients, comme je disais tout à l'heure, en fait, on peut enfin proposer des missions que finalement on n'a jamais fait.
auprès de nos clients. Le risque, ce serait de les remettre dans de la production récurrente, qui fait que du mois de janvier au mois de juin, bah, ils se retrouveraient, et même peut-être plus, euh, tellement sous l'eau que de toute façon, on ne pourrait pas répondre aux besoins. Est-ce que Donc, ce c'était type de vraiment… mission, est-ce que ce Oui. type de mission, justement, permet, comme tu le disais tout à l'heure, de réaliser pleinement votre exercice de conseil? Et est-ce que ce type de mission supplantera à terme, enfin, avec Corentin parlait tout à l'heure de digitalisation, effectivement, la facture électronique, Gwenaël en parlait. Est-ce que la tenue de la révision, c'est des missions qui sont en fin de vie, entre guillemets, et on passe sur une autre ère avec une offre de valeur un petit peu différente, qui reste derrière, parce que vous devez effectivement faire le régalien, mais est-ce que ça passe pas par ce type aussi d'approche? Mais, moi, je trouve déjà ce type d'approche, ça nous permet aussi de nous conforter sur le régalien, comme tu dis, peut-être de notre position, et surtout de nous conforter parce qu'on se positionne. Enfin, je pense que l'expert comptable, il a une vraie, enfin, il a une place particulière à côté du dirigeant. Et donc, c'est aussi une façon de montrer à notre client qu'on a compris son entreprise, parce on y est vraiment, en fait, hein. Et donc, ça renforce, enfin, moi, je pense que ce type de mission, et là, on parle beaucoup de gros clients, etc. Mais moi, la première mission que j'ai faite, c'était dans une société de 20 personnes. Alors, c'est une belle petite PME, je veux bien, mais on n'est pas obligé d'avoir des sociétés de 300 personnes pour le faire, en fait, hein. Donc, le fait d'être complètement intégré dans l'entreprise, je pense que ça renforce encore plus notre positionnement de partenaire privilégié du client. Donc, en interne, vraiment travailler ce qu'on appelle un peu un kick-off, c'est de dire, bah voilà, réunir les différentes personnes, les différentes Mm. compétences pour voir effectivement si on est en adéquation. Corentin, toi qui as un cabinet effectivement dédié à ce type de mission, comment vous communiquez, comment vous travaillez? Est-ce qu'il y a le bouche-à-oreille? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez en proactivité auprès des clients? Voilà, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Déjà, je veux juste réagir très rapidement sur les sujets d'investissement. Anthony, tu évoquais, on recrute avant d'avoir le client. Effectivement, quand on fait du non récurrent, mais ça vaut pour la direction financière externalisée, ça vaut pour tout type de service non récurrent, faut accepter la disponibilité. Il faut effectivement faire une bascule avant et toujours avoir plus de ressources que de clients. Sinon, on peut pas répondre à l'urgence. Donc là, c'est vrai que c'est le mindset un peu qui est un peu différent vis-à-vis par rapport au récurrent où on a nos plannings bien prêts ou bien calés sur toute une année. C'est le petit aparté. En termes de communication, oui, donc effectivement, nous on est spécialisé dans le généraliste et dans la direction financière. Je dirais que euh, il faut pas se mettre de limites et donc on essaye au maximum d'utiliser les réseaux sociaux, mais alors principalement LinkedIn, hein, dans un euh, dans une approche, on va dire, de B2B. On passe plutôt par LinkedIn. On a beaucoup on va dire, c'est une approche traditionnelle commerciale par du réseau, forcément. Être présent, j'allais dire être présent dans le territoire. Donc ça, c'est une stratégie qui est la nôtre, mais être présent dans le territoire, c'est quelque chose qui nous anime. J'ai évoqué également le fait qu'on peut intervenir à distance euh, dans des régions différentes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit visible également sur Internet, évidemment. Donc, ça passe par LinkedIn, ça passe par un site web qui explique bien ce qu'on fait, quelle est notre proposition de valeur, quel type de mission, de manière relativement précise, on est capable de faire et dans quel contexte on intervient. Donc, on a des pages dédiées en termes de communication sur ce type de sujet. Et donc, ça implique effectivement un peu d'investissement aussi sur la communication digitale pour pouvoir capter des clients d'un peu partout en France. On s'arrête, nous, à la France, mais euh, il est possible de pouvoir capter par Internet également. Pour l'instant, j'allais dire les canaux plus traditionnels, territoriaux, de captation de clients sont plus évidents, mais on croit aussi à la communication et la captation de clients par du digital. Et ces deux canaux sont essentiels pour pouvoir avoir
on va dire, une zone de chalandise qui est forte. Avant de vous laisser la parole et de répondre effectivement à vos questions, Corentin et Anthony ont fait une petite liste, entre guillemets, les best practices, les 10 bonnes practices qu'il faut avoir régulièrement en tête. Alors, bien sûr, c'est pas exhaustif, c'est pas gravé dans le marbre, mais si vous voulez, il est important de se remémorer un petit peu ces différents sujets pour commencer à mettre en place. Anthony disait tout à l'heure qu'il fallait trouver des profils spécifiques. Idéalement, et c'est vrai, j'ai déjà entendu de la part de tes confrères, trouver des profils mixtes qui ont travaillé en cabinet en entreprise, c'est vraiment l'idéal. Parce qu'effectivement, ils ont la double casquette et ils savent tout de suite prendre la posture directement chez ton client. Anthony ou Corentin, est-ce que vous pouvez un petit peu commenter ces bonnes pratiques? Ouais, moi je pense que ce qu'il faut retenir, c'est j'ai les compétences, je comprends les besoins de mon client et surtout j'ai le temps de réaliser la mission. Euh, parce que encore une fois, je le répète, mais moi la première que j'ai fait, c'est déjà de se dire quand on commence à regarder son agenda et se dire avec le client, ben, je vais vous réserver une journée toutes les semaines, tous les lundis, tous les mardis, etc. Euh, ça, 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 ça peut vite devenir compliqué. Donc, c'est vraiment important, cette partie. J'ai le temps de réaliser la mission en complément des compétences, bien sûr, de l'analyse du besoin du client. Aujourd'hui, un collaborateur qui a les compétences techniques pour réaliser des missions, sur quel type de domaine il doit se former? Est-ce que c'est la posture? Est-ce que c'est un autre hors presque technique? Est-ce que gestion de projet, justement, consultant, quelles sont les qualités qu'il faut en plus? Euh, souvent, la posture, je ne sais pas si on peut se former à la posture. Tout ce qui touche à la gestion de projet, c'est sûr que c'est important. Euh, euh, la bonne posture, c'est qu'en fait, on est à la fois partenaire de l'entreprise et, comme disait Corentin, quasiment assimilé salarié de l'entreprise. Et donc, c'est justement d'accepter cette double position. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi faire comprendre aux clients qu'on n'est pas non plus un salarié à qui il peut demander tout, n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Aussi, bah, quelque part, on facture à notre temps au client. Et donc, on a une posture automatiquement commerciale auprès Alors de ce justement, client. la question de Christophe, elle rejoint ce que tu dis. Elle dit, peut-on être à la fois DAF externalisé et expert comptable en mission de tenue ou présentation pour la même entreprise sans problème d'indépendance? Euh, comment dire, pour moi, il n'y a pas forcément de problème d'indépendance parce que de toute façon, si on parle de l'arrêté des comptes, ça reste la responsabilité du client. Et j'ai envie de dire, dans les petites structures, quand on est dans une petite TPE, c'est souvent nous qui faisons tout aussi. Hein, on saisit la compta, on paye les impôts, et on ne se pose pas cette question-là. Donc, pour ma part, je ne suis pas sûr qu'elle se pose plus dans une structure plus importante que pour une structure plus petite pour lesquelles on a de l'externalisation complète de la fonction financière la plupart du temps. Corentin? Oui, alors, sur la notion d'indépendance, je dirais que le DAF est du même côté que l'expert comptable, en fait, dans la vie de tous les jours. On n'a pas de notion de validation de compte, on n'est pas sur le côté commissariat au compte, on n'est pas sur le côté actionnaire également. Donc, sur ce sujet-là, on peut faire de la tenue en tant que cabinet d'expertise comptable et proposer une mission complémentaire pour aller plus loin. Pour moi, un DAF ne fait pas la compta. Ça, c'est un parti pris. Mais pour moi, un DAF, il peut à la limite, enfin pas à la limite, effectivement, il doit regarder les comptes, mais il n'est pas dans la production comptable. Donc, la valeur ajoutée, si on vend, c'est peut-être une précision qui est importante, mais si dans l'offre de valeur, on dit à nos clients,
je peux te proposer une mission de DAF et je vais faire la compta. Du coup, ça me pose question parce que du coup, c'est un peu déjà ce que le cabinet d'expertise comptable fait, la tenue ou la révision. Donc, pour moi, le DAF, c'est une mission complémentaire qui n'est pas forcément. Enfin, on peut éventuellement avoir une mission de tenue et de révision, mais c'est complémentaire à de la comptabilité. C'est plus généraliste et plus opérationnel. Et donc, c'est une offre de service qui est relativement différente. Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut surtout pas prendre ces missions-là pour remplacer l'expert comptable, quoi. Je veux Exactement. dire, sinon on se trompe. Et on Euh, va passer plus de temps à regarder les comptes qu'à vraiment travailler sur l'organisation de l'entreprise. Une des premières choses qu'on demande hein, quand on fait le devis, du coup, ça vaut le coup de le repréciser, c'est quelle est la mission de l'expert comptable que vous avez actuellement, qui est-il, est-ce qu'on le connaît, comment il intervient, etc. Donc, le DAF ne remplace pas l'expert comptable. Et alors, toujours effectivement dans cette veine, Frédéric qui pose la question, est-ce qu'un CAC qui intervient dans une société peut être sollicité pour apporter un DAF ou un RAF externalisé? Ça me paraît plus compliqué, moi, comme ça. Ouais, après, il peut être sollicité pour présenter un DAF ou un RAF Ouais. externalisé qu'il connaît. Tout ça, en effet, ça le fait. Et notamment, il y a pas mal de startups qui utilisent des DAF externalisés, notamment le temps de la montée en charge de l'entreprise. Et c'est sûr que si moi, je connais un DAF externalisé qui est compétent et que je suis commissaire au compte et que mon client en a besoin, je ne manquerai pas de lui présenter. Hein. Mais bien sûr, qui sera indépendant de mon cabinet. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Il n'y en a pas pour l'instant. Pas de problème, Frédéric, avec grand plaisir. Si d'autres veulent poser d'autres questions, ou alors c'était hyper clair et Corentin et Anthony ont répondu à toutes vos interrogations. Mais sinon, n'hésitez pas à vous poser. Il nous reste 2 minutes, 3 minutes. Moi, je vais poser une petite question. Pour m'amuser, on a parlé pour l'instant les cibles de clientèle, en tout cas sur ce marché actuel, de start-up ou d'entreprises qui étaient en phase de développement. On a parlé d'entreprises structurées qui avaient déjà un RAF ou un DAF et un accident de la vie a fait ou une cause X ou Y, il a fallu en urgence venir remplacer. Considérant que 95%, 90% de la clientèle des experts comptables actuellement, c'est énormément de structures de moins de 10 personnes, commerçants, artisans, etc. Est-ce qu'avec l'avènement de la facture électronique, considérant, vous voyez, vous avez dit des ordres de prix entre 800 et 1200 euros en fonction, etc., qui est quand même relativement élevé pour une TPE, on va dire, est-ce que sur ce type de clientèle, avec l'avènement de la facture électronique, vous voyez ce type d'offre se développer à terme ou non? Ça sera vraiment quand même pour des boîtes un peu plus structurées, qui ont un peu plus de moyens. Et le tout venant, on va dire, de la clientèle traditionnelle de l'expert comptable ne sera pas concerné par ce type d'offre de service. Alors, c'est sûr que l'avènement de la facture électronique va poser des questions de process, en fait, aux plus petites entreprises. Et ce n'est pas parce qu'on n'a que 3 ou 4 salariés qu'on peut. Quand on regarde les comptes de nos clients, on est souvent surpris des consultants auxquels ils peuvent parfois faire appel avec des tarifs qui, des fois, qui souvent sont les mêmes que ceux dont on a parlé. Donc, je suis pas sûr hein, certes, si on veut aller beaucoup plus loin sur de l'externalisation complète de direction financière, etc., c'est évident que une structure de 2 ou 3 personnes, c'est pas ça qu'elle cherche. Hein. Par contre, je pense que, en l'occurrence, on parle de la facturation électronique et de tous les process qui peuvent simplifier un petit peu la vie de l'entreprise derrière ça, peuvent peut-être permettre de vendre des missions qui vont peut-être prendre 2 ou 3 jours et qui finalement, ou 4 jours, je ne sais pas, qui finalement vont représenter 2, 3 ou 4 000 euros d'investissement pour l'entreprise. Mais en fait, quand on se rend compte que un client qui a 5 salariés, quand il a le social chez nous, toute la compta, tout le bilan, très rapidement, on dépasse allègrement ces 3 ou 4 000 euros. Donc, d'un côté, je pense que ponctuellement, ça peut être utile. Et d'un autre côté, je me dis, sur des missions vraiment plus longues, en effet, c'est pas forcément adapté. Je peux juste faire une petite précision sur la cible, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Il y a quand même une cible à laquelle on s'intéresse beaucoup. Enfin, j'ai un de mes associés qui est beaucoup plus dessus. C'est la cible des associations.
parce que les associations, elles, ont des besoins en termes financiers qui sont souvent un peu plus forts comment dire, que les entreprises, notamment parce qu'elles ont des comptes à rendre à leurs financeurs avec comment dire, des tableaux un peu particuliers à remplir, des budgets à produire, etc. Et donc, les associations sont beaucoup plus friandes comment dire, de ce type de mission. Alors justement, Loïs, pour répondre aussi et pour aborder, il y a une question, Corentin, tu peux peut-être y répondre de Barthélemy. Justement, est-ce qu'une version allégée de ce type de mission est tout à fait réalisable, notamment peut-être avec des outils de digitalisation beaucoup plus puissants, avec, donc pour les TPE, avec 1 ou 3 jours par mois chez le client? Pour moi, oui, c'est effectivement, j'allais dire, le format 1 à 3 jours par mois existe déjà chez nous parce que le besoin s'arrête là. Il consiste généralement, principalement, à de la production de reporting, de gestion et de la préparation mensuelle de CODIR. Et en fait, on s'aperçoit que la valeur, elle est là, c'est que le CODIR, il est préparé, on a les chiffres à l'heure. Nous, notre engagement, c'est qu'on délivre à l'heure. Et le CODIR, en fait, il a ses chiffres dans un format bien spécifique qu'on établit à l'avance, en tout cas on s'est mis d'accord à l'avance. Et oui, ça fait sens d'avoir ça. Si on parle de 1 à 3 jours par mois, on peut faire au moins le reporting, un peu de contrôle de gestion, un peu de suivi de trésorerie et des choses comme ça. 3 jours par mois, ça veut dire un peu moins d'un jour par semaine, mais disons 4 jours par mois, un jour par semaine, on peut faire des choses. On peut faire des choses. Donc, je dirais que oui, pour les TPE, effectivement, une TPE qui n'a que 3-4 salariés, peut-être que le besoin est relativement limité, mais dès que ça grossit un peu, 10 salariés, pour moi, il y a déjà des besoins qui sont identifiables. Et donc, oui, je pense que en fait, je dis nos concurrents, si on veut aller au bout, nos concurrents, ce sont tous les DAF salariés et non salariés, donc consultants. Donc le marché, il est très grand et un DAF, il y a toujours besoin d'un DAF ou d'un RAF. Donc que ce soit 1 à 3 jours par mois, c'est un format qui peut exister et qui me semble cohérent. Ouais. Le prix et la mission n'est pas un problème s'il répond à un besoin. Le tout, c'est de trouver le bon besoin. Ouais, et puis dans le prix, il y a pas enfin, il faut tout prendre en compte, hein, mais il n'y a pas de charge sociale, il n'y a pas de congé payé. Le prix, il est à la journée. Il n'y a pas les coûts de formation, il n'y a pas les coûts de PC, il n'y a Il y a pas moins les de coûts de management. on refacture aussi entre guillemets dans le taux, hein, mais il y a le coût de disponibilité. Si on répond vite, c'est que on a pris, on prend on prend ce coût à notre charge. Donc voilà, il faut mettre ça bout à bout et comparer ce qui est comparable.